Bonjour, ici Hélène Weber du blog étudier-plus-efficacement.com. Cette vidéo est la 4e d'une série de 7 qui vise à vous présenter des méthodes de mise au travail à partir de recherches en psychologie sociale. Je m'appuie pour ce faire sur le livre de Robert Cialdini, Influence et manipulation, dans lequel l'auteur s'est intéressé à étudier les techniques de vente et de marketing utilisées par ce qu'il appelle les professionnels de la persuasion, pour vous expliquer quels sont les mécanismes psychologiques sur lesquels ces différents principes s'appuient et vous montrer comment on peut les utiliser pour inventer des méthodes de mise au travail efficaces. Donc la vidéo numéro 1 portait sur le principe de réciprocité, la deuxième sur le principe d'engagement et de cohérence, la troisième sur le principe de la preuve sociale, et cette quatrième vidéo s'appuie sur le principe de soumission à l'autorité. Je vais vous présenter deux exemples, un que Robert Cialdini reprend dans son livre et un autre qui m'a été présenté par des étudiants en cours pour vous présenter de quoi il s'agit, le principe d'autorité. Voici comment présenter l'expérience de Stanley Milgram qui a vraiment fait date en psychologie sociale pour comprendre le phénomène de soumission à l'autorité. Imaginez qu'une personne de votre entourage soit sollicitée pour participer à une expérience dans le cadre du département de sciences et d'éducation d'une université, d'une grande université même. On lui demande de tester les capacités d'apprentissage d'un sujet lorsqu'il est soumis à des stimuli de type punition-récompense. Pour ce faire, on demande à votre ami de poser des questions au sujet et de lui asséner une décharge électrique à chaque mauvaise réponse. Il faut savoir que le voltage de la décharge électrique est augmenté à chaque nouvelle erreur jusqu'à atteindre plus de 300 volts. Les scientifiques chargés d'encadrer l'expérience insistent sur l'importance de mener le processus jusqu'à son terme. Ainsi, malgré les plaintes du sujet, ses cris de douleur et ses supplications d'arrêter, votre ami poursuit l'expérience jusqu'à asséner des décharges électriques mortelles au sujet. Il faut savoir que cette expérience a été menée avec des personnes volontaires. Le sujet recevant les décharges électriques était un comédien simulant la douleur, et que plus de 80% des personnes sont allées jusqu'au terme de l'expérience, c'est-à-dire jusqu'à asséner des décharges électriques létales au sujet, c'est-à-dire pouvant entraîner la mort. L'expérience de Stanley Milgram, donc Stanley Milgram étant le scientifique qui a mis en place l'expérience, a été menée à la fin des années 60 à l'université de Harvard. Il s'agissait de mettre en évidence, d'essayer de comprendre plutôt pourquoi, pendant la Seconde Guerre mondiale, autant de juifs, d'Allemands et de Français avaient pu participer, collaborer à l'extermination et à la déportation des juifs. Donc, étant donné la prise de conscience terrible de la Seconde Guerre mondiale, les chercheurs se disaient qu'il n'était pas possible que dans un contexte dans lequel on allait recréer des conditions comparables, les personnes puissent de nouveau se laisser aller à commettre de tels actes. Évidemment, on ne compare pas l'expérience mise en place avec l'horreur nazie de la Seconde Guerre mondiale, mais néanmoins, il s'agissait tout de même d'asséner des charges électriques et donc de la souffrance dans un contexte particulier. Il faut savoir que avant de mener l'expérience, Stanley Milgram a interrogé les étudiants, ses collègues, professeurs, pour essayer d'envisager quel pourcentage de personnes irait jusqu'au bout de l'expérience et que personne n'avait envisagé qu'une proportion si significative des gens ferait ce qu'on leur demanderait et irait jusqu'au bout de l'expérience. Avant de continuer l'analyse, je vous propose une deuxième expérience. Un de mes étudiants, là récemment, m'explique qu'il y a une vidéo qui circule sur Internet dans laquelle on voit une prof rentrer dans un amphi de cours et dire à ses étudiants que elle va changer un peu la donne cette fois-ci, et elle demande à toutes les filles de venir se mettre devant et aux garçons de se mettre derrière. Puis ensuite elle dit que elle veut d'abord leur montrer quelque chose, elle demande à une dizaine d'étudiants de venir faire une quinzaine de pompes devant l'estrade. Ensuite elle dit que finalement le cours on va plutôt le faire debout, donc elle demande à tous les étudiants de se lever et à chaque fois les étudiants
obtempèrent, font des pompes, se déplacent, se mettent debout. Puis elle dit finalement on va faire le cours dans le noir. Et puis elle éteint la lumière et là apparaissent une diapo projetée sur le tableau sur laquelle il y a marqué soumission à l'autorité, pour montrer aux étudiants comment se produit ce phénomène. Alors de quoi il s'agit? Hannah Arendt, c'est une philosophe, met en évidence, pour définir la notion d'autorité, qu'il s'agit d'une manière de faire à une personne une chose qu'elle n'aurait pas faite sans son intervention, mais, ça c'est la définition du pouvoir, mais sans avoir recours à aucun moment à la force ou à l'intimidation pour le faire. L'autorité d'une personne, c'est celle que les autres lui donnent. Moi je dis ça à mes étudiants, les étudiants je leur dis, vous faites ce que je vous demande, mais parce que vous avez décidé de faire ce que je vous demande. J'insiste sur le fait que la soumission à l'autorité, c'est une composante sociale essentielle, et que si on n'acceptait pas de se soumettre à l'autorité d'un certain nombre de personnes qu'on jugeait, estimait compétentes, ou pas d'ailleurs, c'est bien là le problème, eh bien on ne pourrait pas fonctionner ensemble. Je leur dis, si quand je vous demande de faire des exercices, de vous mettre par 3 ou 4, d'écouter, si vous ne le faisiez pas, je pourrais tout simplement pas faire cours. Donc c'est essentiel. Mais en soulignant que l'autorité, à la différence du pouvoir par la force, la personne décide d'accorder son autorité. On ne le lui impose pas. Alors de quoi il s'agit? Dans son expérience, Stanley Milgram a vraiment fait varier tout un ensemble de paramètres différents pendant l'expérience pour justement mesurer où pouvaient se situer et surtout d'essayer de répondre à la question comment comprendre que les gens faisaient ce qu'on leur demandait. Alors il a mis la personne donc la personne sur laquelle on faisait l'expérience finalement, qui assénait les décharges électriques à chaque mauvaise réponse, on l'a mis dans la même pièce que le sujet qui recevait les décharges électriques. On les a mis dans des pièces séparées, donc la personne qui envoyait les décharges électriques ne voyait pas la personne qui recevait les décharges électriques. On a mis les personnes en présence du scientifique qui encadrait l'expérience. Il y a des fois où pour mesurer qu'est-ce qui changeait et qu'est-ce qui avait un impact sur la soumission. Et en fait, on s'est aperçu que c'est vraiment le fait d'accorder sa confiance au scientifique chargé d'encadrer l'expérience, d'accorder une autorité ou de reconnaître l'autorité du scientifique qui était déterminante. C'est-à-dire, si je fais ce qu'on me demande, c'est parce que je considère que le scientifique qui me demande de faire est compétent et est légitime dans l'expérience qu'il met en œuvre. Et ça met en évidence une deuxième chose essentielle, c'est ce que Stanley Milgram a appelé l'état agentique, c'est-à-dire que quand on s'en remet à une autorité extérieure, ça produit comme un effet de dissolution de la responsabilité individuelle. C'est-à-dire qu'ensuite, quand on demande aux personnes, mais pourquoi vous avez fait? Pourquoi on vous demande d'envoyer des décharges électriques douloureuses, voire mortelles à quelqu'un, et vous obtempérez, et vous faites. Et les personnes répondent, mais c'est pas moi, c'est le scientifique, c'est lui qui m'a dit de le faire. Comme si la responsabilité individuelle n'était plus engagée dès lors qu'on acceptait de faire un geste ou de suivre un ordre qui nous était donné par une autre personne qu'on estimait légitime dans sa place. Vous avez ensuite différents facteurs qui favorisent ce phénomène de soumission à l'autorité. Donc les titres, une personne un scientifique dans une université américaine, enseignant-chercheur, le titre, qui est docteur, qui a un doctorat. Il y a les vêtements. J'ai une collègue qui m'expliquait qu'elle faisait un cours de communication et que le jour où elle voulait montrer l'impact de la tenue vestimentaire sur l'autorité à l'égard de ses enseignants, eh bien elle arrivait habillée tout en cuir. Et elle disait à ses étudiants, est-ce que
alors des étudiants auxquels elle avait déjà enseigné depuis un certain nombre de séances déjà, puis elle leur disait, est-ce que si le premier jour j'étais arrivée habillée comme ça, vous m'auriez fait confiance de la même manière, vous m'auriez perçu de la même manière, vous m'auriez donné la même autorité sur vous que autrement. J'ai un autre collègue qui me dit que quand il va intervenir pour une journée de formation en entreprise auprès des cadres pour faire une intervention, eh bien, il s'habille systématiquement en costume avec une cravate parce qu'il sait que ces éléments-là vont faire autorité et vont lui accorder du crédit et de la légitimité auprès du public. Et puis les accessoires. Comment maintenant vous pouvez utiliser ce principe de soumission à l'autorité à votre avantage pour vous motiver à travailler ? D'abord, un premier conseil que je vous donnerais, c'est de bien choisir les personnes qui vont faire autorité sur vous. Sachez finalement reconnaître quels sont les critères qui font que vous allez accorder du crédit et de l'importance et de la valeur à ce qui va vous être dit. Est-ce qu'une personne qui vous donne un conseil finalement a les compétences par ailleurs, et est-ce qu'elle vous offre des garanties pour que vous puissiez pleinement vous appuyer sur ce qui vous est demandé? Faites également, ayez toujours en tête de bien vous recentrer sur votre responsabilité individuelle quand vous agissez. Je pense à une situation particulière. Vous passez en conseil de classe ou en jury de diplôme, et là vous avez des enseignants qui vous font vous n'avez pas eu de bons résultats pour commencer, et vous avez des enseignants en face de vous qui vont vous faire un tableau noir et extrêmement médiocre de vous-même, en vous disant que manifestement avec les notes que vous avez aucune chance de vous en sortir, vous valez rien, etc. La situation fait qu'en général on accorde du crédit et de la valeur à ce qui nous est dit, dans la mesure où on est dans l'institution universitaire ou du secondaire, que les profs ont un titre, le titre d'enseignant, qui leur accorde une certaine légitimité dans leurs propos et notamment dans l'évaluation des étudiants. Néanmoins, si au fond de vous, vous sentez que vous avez une marge de progression possible, une marge de manœuvre, relativisez l'importance des mots qui sont dits pour trouver d'autres sources de motivation, d'autres personnes qui vont insister sur la valeur, sur le fait que vous avez des qualités à exploiter. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince, a dit une phrase qui me reste en tête, vraiment, qui est importante pour moi, c'est « Personne n'a le droit de dévaloriser un homme à ses propres yeux. Personne n'a le droit de dire quelque chose à un homme qui le dévalorise à ses propres yeux. N'acceptez pas, n'accordez pas d'autorité, d'impact aux paroles de quelqu'un qui vous fait vous sentir médiocre. Rejetez ça. Vous avez le droit de penser que ce sont des paroles qui ne vous apportent pas. Alors certains peuvent également penser que ça va les booster, les remotiver, les remobiliser, leur donner envie de prouver à l'autre qu'il a tort. Ce que ça affecte, écoutez les personnes qui vont vous dynamiser, vous donner envie de vous dépasser et de montrer votre valeur et ce dont vous êtes capable. Alors, par rapport au principe de soumission à l'autorité, on a l'effet inverse. Donc j'attire juste votre attention sur le phénomène de réactance psychologique, où dès qu'on a l'impression qu'on veut nous imposer quelque chose, on a tendance à faire le contraire. Je vous recite par rapport j'avais déjà cité cet exemple dans la vidéo sur le phénomène d'engagement et de cohérence, une étudiante qui suffisait que sa mère l'appelle pour lui dire « Est-ce que tu travailles ?», pour qu'elle ait d'emblée envie d'arrêter de travailler. Donc faites aussi attention à l'effet inverse, c'est-à-dire à ne pas supporter l'autorité. Souvenez-vous que l'autorité, c'est celle que vous donnez aux autres. Et c'est quelque chose finalement qui vous est personnel. Donc ne laissez pas ce phénomène de réactance psychologique, d'hostilité à l'égard des personnes qui souhaiteraient, voudraient, je le mets au conditionnel volontairement, vous imposer quoi que ce soit, de systématiquement prendre le contre-pied pour ne surtout pas avoir l'impression de vous soumettre.
Un autre conseil que je vous donnerais, c'est de faire des listes. Moi, je sais, c'est quelque chose qui fonctionne parfaitement bien pour moi. Quand j'ai plein de choses à faire que j'ai pas envie de faire, je me fais une liste. Je me dis, très bien, ça me permet de mettre ces actions, ces activités que je dois réaliser extérieures à moi. Donc je dis d'abord, il faut que je fasse ça, ensuite il faut que je fasse ça, en ayant à cœur en faisant attention de vraiment démultiplier les étapes intermédiaires pour réaliser les choses. C'est-à-dire, ne dites-vous pas préparer mes exercices de TD, mais peut-être faire l'exercice numéro temps, relire telle partie du cours, faire une fiche pour telle partie du cours. Voilà, vous mettez une liste. Du coup, ensuite, c'est comme si ça vous déresponsabilisait d'avoir à faire les choses. Vous n'avez plus à penser, vous prenez le premier élément de la liste et vous le faites, le deuxième élément de la liste et vous le faites, et sans y penser, et voilà. Alors du coup, c'est vous qui faites autorité sur vous-même en faisant votre propre liste, mais il y a ce phénomène de dissociation entre ce que vous avez à faire et votre sentiment, votre motivation, etc. Il n'y a plus à se poser la question est-ce qu'on est motivé ou pas, on prend le premier élément de la liste et on le fait, et ainsi de suite. Vous pouvez également vous chronométrer quand vous travaillez. Là aussi, c'est ce phénomène de trouver des éléments qui vont vous cadrer, vous encadrer, sans que vous ayez à vous poser la question est-ce que je suis motivé ou pas. Vous faites les choses, point. Et vous vous mettez un cadre qui vous amène à faire les choses. Je pense à un étudiant que j'ai rencontré là aujourd'hui, qui me disait que vraiment la différence qu'il voyait entre la première année d'études supérieures et le lycée, c'est vraiment cette différence en termes d'encadrement. Au lycée, vous avez vos profs, vos parents qui vous demandent des comptes, qui vous interpellent, qui vous demandent de faire les exercices, qui vérifient si vous faites les exercices. À l'université, vous êtes là, vous n'êtes pas là, c'est un peu pareil. Vous faites les exercices, vous les faites pas, c'est un peu pareil. Vous avez vos examens, des bonnes notes ou des mauvaises, c'est encore une fois pareil. Il faut que donc comment retrouver un cadre et une structure, mais sans avoir à vous motiver sans arrêt. Donc, par exemple, ça c'est une technique que j'ai trouvée sur le blog de Nivek, que je salue au passage. Son blog s'appelle objectivebac.wordpress.com. Donc en fait, vous déterminez des séquences de 25 minutes de travail, mais que vous chronométrez. Du coup, ça donne un sentiment d'urgence, vous donnez une thématique, et puis pendant 25 minutes, vous bossez. Donc comme il y a la pression du temps, vous flânez pas, vous allez à l'essentiel, et ensuite vous vous octroyez des pauses de 5 minutes, et vous enchaînez. Là, je fais un lien entre le principe d'engagement et de cohérence et le principe de soumission à l'autorité. Engagez-vous quand vous avez des objectifs concrets, des objectifs scolaires, des choses que vous avez envie de réaliser. Engagez-vous, c'est-à-dire informez certaines personnes que vous êtes déterminés à réaliser ce projet, mais faites-le auprès de personnes à qui vous conférez de l'autorité, des personnes en qui vous avez confiance, que vous estimez légitimes pour évaluer ou avoir un regard, une opinion sur votre projet, et informez-les, ça va renforcer votre sentiment d'engagement. Si vous souhaitez approfondir, je vous invite à lire le livre de Influence et manipulation de Robert Cialdini, ou alors l'ouvrage de Stanley Milgram, qui est aussi très bien écrit, très accessible, La soumission à l'autorité. À bientôt sur étudierplusefficacement.com.